À l'ordre, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Bienvenue, mesdames et messieurs. Alors, pour cette prochaine ronde d'intervention, nous recevons la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi que Montréal International. Alors, vous avez 10 minutes pour vous présenter. Vous êtes beaucoup, je vais vous laisser vous présenter. Par la suite, on va discuter avec les parlementaires sur vos recommandations. Alors, le temps est à vous. Sandrine. Oui, bonjour, Sandrine Veillette, directrice Affaires économiques et communication à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Isabelle Dessureau, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Châtel de Repentigny, vice-présidente stratégie et communication chez Montréal International. Et Stéphane Paquette, PDG de Montréal International. Bonjour. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, membres de la Commission, je vous remercie d'abord, évidemment, comme chaque participant, de nous accueillir pour présenter les positions de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de Montréal International sur la planification pluriannuelle de l'immigration. Je vais commencer par présenter le point de vue de la Chambre et je céderai par la suite la parole à Stéphane Paquet. Alors, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, forte de ses 203 ans d'histoire et de ses 8000 membres, est la voix du milieu des affaires de la grande métropole, la grande région. Et permettez-moi de vous rappeler que la métropole, c'est 56 % du PIB du Québec et près de la moitié de la population, donc on peut dire quand même son moteur économique. La Chambre aborde la consultation d'aujourd'hui vraiment dans un esprit de collaboration avec vous. On veut travailler avec les élus, le gouvernement, pour trouver des solutions concrètes, autant à court, mais aussi et surtout à long terme, pour, quant à nous, dépasser le seuil ou le débat, strictement, justement, autour des seuils. On aimerait prôner aujourd'hui une approche qui est constructive et qui est pragmatique. L'immigration qualifiée et bien sélectionnée, vous le savez, c'est une réponse incontournable à nos défis économiques, en plus de nourrir vraiment notre richesse culturelle et la diversité de notre société depuis des décennies. La demande en main-d'œuvre dans la métropole demeure très élevée, avec 73 000 postes vacants dans le Grand Montréal, sur 123 000 pour l'ensemble du Québec au deuxième trimestre 2025. Donc, c'est 60 % des postes vacants qui sont dans notre métropole. Notre capacité, donc, à innover, elle est renforcée par cette immigration qualifiée. Une autre statistique qu'on aimerait vous rappeler, c'est que 44 % des immigrants qui sont âgés de 25 à 64 ans détiennent un diplôme universitaire, alors que cette proportion chez les non-immigrants, elle est de 25 %. Nos universités regorgent de talents internationaux avec presque la moitié des étudiants au doctorat qui proviennent de l'international. Pour les étudiants québécois qui étudient à leur côté, cela offre vraiment une ouverture sur le monde et nourrit les carrières, et j'en suis la preuve, ayant étudié à l'Université Concordia avec beaucoup d'immigrants. Cependant, dernièrement, la réputation de Montréal comme une ville universitaire ne cesse de s'éroder et la complexité croissante des règles d'immigration n'y est pas pour rien. Autre aspect, au-delà des étudiants universitaires, c'est le reprenariat. On en parle beaucoup ces temps-ci. Avec le transfert de 50 000 entreprises d'ici 2029 au Québec, sachez que les immigrants y jouent un rôle clé dans cet enjeu bien québécois, car ils entreprennent 2 fois plus de démarches de reprise que les natifs québécois. Alors, au-delà de l'économie, l'immigration peut aussi contribuer à relever plusieurs défis sociétaux. Les besoins croissants en infrastructure, on entre dans une ère historique d'investissement au Québec, notamment du côté énergétique. La disponibilité des logements, donc tout ce qui est la construction, le système de la santé, le système d'éducation, on le sait, notre population, elle est vieillissante. Donc, pour nous, l'immigration fait partie de la solution. Et on invite vraiment beaucoup de gens à changer de paradigme. Donc, la question ne devrait pas être de savoir si, oui ou non, nous souhaitons accueillir des immigrants et combien, mais qu'est-ce qu'on se donne comme capacité, comme société, pour être toujours plus experts, j'ai envie de vous dire,
parmi les meilleurs dans le monde à développer cette expertise, à accueillir l'immigration à court, à long terme, avec différents parcours pour aller y chercher un avantage concurrentiel, mais pas qu'économique, aussi en termes de diversité et de richesse culturelle, comme on l'a fait à de nombreuses reprises aussi dans notre histoire. Alors, on nous invite à davantage travailler sur la planification ensemble et vous avez notre engagement à faire partie des solutions à la table avec vous. Je terminerai en parlant d'ailleurs d'un dossier à succès que nous menons avec le MIFI. À la Chambre de commerce, on a un programme qui s'appelle « J'apprends le français » qui a gagné de nombreux prix. On est très heureux de pouvoir poursuivre notre impact avec vous pour les 3 prochaines années. Et c'est là qu'on aimerait travailler encore davantage ensemble pour faire face aux défis, en francisation, bien sûr, pour Montréal, mais aussi voir l'immigration comme une solution pour le logement, la construction, les soins de santé et l'éducation. Je laisse le soin à M. Paquette de poursuivre. Merci Isabelle. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, bonjour. Montréal International accompagne depuis maintenant 15 ans les employeurs du Grand Montréal dans leur démarche de recrutement de talents qualifiés à l'international. Et ce qu'on entend de plus en plus de la part de ces employeurs-là, c'est ils ont besoin d'une plus grande prévisibilité, une plus grande cohérence même. Donc, ce sont 2 mots que vous allez entendre au cours de mon témoignage. Les talents que nous avons recrutés avec les entreprises à l'international sont spécialisés en aérospatial, en génie civil, en technologie de l'information, en enseignement aussi et en soins de santé. Aujourd'hui, les employeurs font face à une réalité qu'ils n'auraient pas pu prévoir au moment d'embaucher ces travailleurs internationaux et c'est ça qui fait mal. À pareille date, l'an dernier, les annonces de changement aux règles d'immigration se succédaient, tant ici qu'à Ottawa. Le Conseil du patronat a fait état de 24 annonces de changement en immigration en 14 mois. 24 en 14 mois. Je vous avoue, personnellement, à un moment donné, j'ai arrêté de compter. Donc, je me fie au Conseil du patronat pour les chiffres, mais il y en a eu beaucoup. Ces changements successifs ont entraîné un sentiment d'incertitude chez les employeurs qui sont maintenant contraints de se départir de talents internationaux qualifiés, formés et intégrés qui contribuaient à la croissance de leurs activités et, oui, généraient aussi des recettes fiscales pour le Québec. Certains diront, oui, mais le Québec n'a jamais rien promis à ses travailleurs temporaires au-delà du permis de travail d'une durée de 2 ans. Vous avez raison. Par contre, on a promis aux employeurs qu'ils auraient accès à un bassin de main-d'œuvre internationale afin de remplir les exigences des contrats qu'ils ont signés. Des options pour pérenniser leur emploi s'offraient à elles au moment d'embaucher ces travailleurs internationaux. Puis, il y a eu la succession de réformes limitant le nombre de permis de travail au sein même d'une entreprise, ce qui est particulièrement vrai pour Montréal et Laval. De plus, le gouvernement du Québec a mis en veille le programme d'expérience québécoise, le PEQ, sans mesure transitoire ou sans préavis quelconque. Ce programme a été remplacé par le Programme de sélection de travailleurs qualifiés, le PSTQ, un système de pointage qui favorise ouvertement les candidats établis à l'extérieur du Grand Montréal. En fait, permettez-moi une comparaison. La mauvaise planification de l'immigration ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu avec l'électricité. C'était l'abondance jusqu'à ce que, du jour au lendemain, le gouvernement décide de fermer le robinet. Un cas classique de boom and bust. Et dans les 2 cas, l'immigration et l'électricité, le prix à payer par les entreprises est énorme. On a beaucoup parlé de régionalisation de l'immigration et on n'est pas contre. Je vous le répète, nous ne sommes pas contre. Nous notons par contre que cette régionalisation, dans sa forme actuelle, se fait en partie du moins non pas au profit des régions du Québec, mais plutôt au profit des villes ailleurs au Canada. Je vous explique. Aujourd'hui, si vous êtes une ingénieure française ou un programmeur belge francophone, le Programme fédéral des travailleurs qualifiés favorise les francophones hors Québec et il vous permettra d'accéder à la résidence permanente en environ 6 mois, alors qu'au Québec, le délai moyen s'élève à 18 mois. Et c'est sans compter que les invitations, en vertu du nouveau PSTQ, se font particulièrement rares dans le Grand Montréal.
En d'autres mots, il y a un avantage net à choisir Toronto plutôt que Montréal pour immigrer au Canada, et Toronto ne se gêne pas en jouant la carte de la francophonie, Madame la Présidente. Les entreprises que nous accompagnons en sont de plus en plus conscientes, si bien que certaines choisissent de créer des emplois à l'extérieur du Québec en raison de l'accès à la main-d'œuvre internationale. Et souvent, ce sont des francophones que l'on veut, objectivement, avoir chez nous. En terminant, donc, 3 points précis pour nous. On aimerait avoir des règles qui soient prévisibles. Dans l'immédiat et dans un souci de cohérence par rapport aux politiques passées, il est urgent pour nous d'améliorer la rétention des travailleurs temporaires déjà présents et déjà formés au Québec. Et finalement, il faut vraiment tout faire pour réduire les délais pour accéder à la résidence permanente parce que nous sommes en concurrence avec le reste du Canada. Merci beaucoup. Alors, on commence la période d'échange avec le ministre. 16 minutes 30 secondes pour votre banquette. Merci bien, Mme la Présidente. Merci pour votre présentation. Content de vous revoir. Prévisibilité, cohérence, c'est des mots que vous avez répétés. On le comprend très bien. Il y a eu beaucoup de changements dans les 18 derniers mois. En fait, il y en a eu beaucoup, je vous dirais, entre août 2024 et décembre 2024. Parce que depuis janvier 2025, soyons honnêtes, il n'y a pas eu tant de changements. Il y a eu 3-4 mois où il y a eu plusieurs changements, tant du côté québécois, reconnaissons-le, que du côté fédéral aussi. Mais depuis ce temps-là, on n'est pas dans un changement par mois là, de notre côté. Par contre, je pense que l'ensemble des milieux, que ce soit l'enseignement supérieur, les municipalités, le monde des affaires, aimerait ça avoir l'assurance qu'on ne repart pas pour une séquence de plusieurs changements successifs. Donc, la prévisibilité, on va la donner. C'est pour ça qu'on fait, pour la première fois, une planification qui inclut à la fois les temporaires et les permanents, puis qu'on s'engage sur un horizon de 4 ans. Donc, ça va. Pour ce qui est de la cohérence, ça dépend comment on le voit, je vais vous dire. On veut tous être cohérents, évidemment, mais si le contexte change et que nous changeons nos politiques, certains vont dire que ce n'est pas cohérent. Il y a 1 an, ils disaient X. Aujourd'hui, ils disent Y. On ne peut pas se fier à eux. Quand le contexte change, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a un entrepreneur qui va nous dire que d'être cohérent, c'est de s'entêter à maintenir une politique ou une orientation quand le contexte change. On ne reprocherait pas à une entreprise aujourd'hui de revoir son carnet de commandes, ses marchés, ses ressources humaines, en lui disant « t'es pas cohérent », il va nous dire « ben il y a une guerre tarifaire avec les États-Unis, mes fournisseurs sont plus les mêmes, mes clients sont plus les mêmes, je revois mes choses ». On ne le dira pas qu'il est incohérent. Je ne pense pas qu'on peut dire la même chose, En fait, cette même logique s'applique au gouvernement qui, lorsqu'arrivent 200 000, 300 000 personnes en 2 ans sur le territoire, imposé par le gouvernement fédéral, le gouvernement québécois doit s'adapter, changer des choses qu'il disait en 2021, 2022. Il disait, bien, il faut que je m'adapte pour le français, pour le logement, pour l'occupation du territoire, pour assurer que la capacité d'accueil est respectée. On s'entend pour dire que l'immigration est une solution à bien des égards, notamment pour les travailleurs hautement qualifiés, pour les diplômés du Québec, pour l'occupation du territoire, pour nos travailleurs étrangers temporaires qui gardent un secteur manufacturier actif dans un contexte difficile, pour la construction, pour l'éducation, pour la santé. D'ailleurs, nos politiques qui imposent certains moratoires dans le Grand Montréal ne visent pas la construction, l'éducation, la santé. On ne fait pas de mur à mur. Donc, je voulais préciser ça d'entrée de jeu avant de vous questionner sur un élément de votre mémoire. À la page 8, on voit que vous avez fait un sondage auprès de vos membres, puis vous traitez des travailleurs étrangers temporaires, on dit les TET dans le jargon. Et puis, à la page 8, là, au 4e picot, vous dites le salaire annuel moyen des TET-Q, c'est travailleurs étrangers du Québec, employés par les entreprises sondées, s'élève à 83 362, ce qui leur permet de contribuer positivement aux revenus fiscaux des gouvernements et témoigne de la haute valeur ajoutée des fonctions qu'ils exercent. 100% d'accord. Mais vous savez qu'à 83 362, pour les travailleurs étrangers, il n'y a absolument aucune contrainte de la part du gouvernement du Québec.
Vous savez ça? Oui. OK, mais c'est parce que vous sondez des gens dont les travailleurs étrangers ont un salaire de 83 000, donc des gens dont les travailleurs étrangers ne vivent aucune contrainte, puis après ça, vous dénoncez les contraintes dans le TET. Mais il me semble qu'il n'y a pas de corrélation entre les travailleurs étrangers des employeurs sondés puis vos recommandations ensuite. Vous nous recommandez de ne pas toucher au TET. Or, vos membres ont des TET qui ne sont visés par aucune mesure. Et c'est là où je la misère à vous suivre. On parle d'un salaire moyen. Donc, c'est évident que si le salaire moyen est de 83, puis il y en a qui sont à 125, ça veut dire qu'il y en a qui sont à 70 aussi. Donc, on parle d'un salaire moyen. Il y en a qui sont dans différentes catégories. D'ailleurs, quand vous regardez ce sondage, les résultats de ce sondage-là, ce que vous voyez aussi, c'est que beaucoup des travailleurs temporaires qualifiés qu'on est allé chercher avec les entreprises, avec l'aide du ministère aussi pendant les dernières années, ce sont des gens qui arrivent et qui ne sont pas en entrée de fonction. Donc, ce n'est pas leur premier emploi. C'est des gens qui ont 5 ans, qui ont 10 ans. Donc, on a besoin d'eux pour devenir des superviseurs, des chefs d'équipe, le temps de former de nouveaux superviseurs et de chefs d'équipe qui sortent de nos universités. Et donc, ce que vous voyez dans le sondage, c'est essentiellement ça. C'est ce que ça dit. Pour ce qui est de votre autre point, quand vous mentionnez qu'on est là pour 4 ans, en fait, j'ai juste un mot, c'est merci. Merci parce que je vous dirais qu'on l'a entendu à quelques reprises qu'on allait pour 4 ans, puis finalement, on revenait, puis on disait finalement c'était pour 2. Donc, si les prochaines normes, les prochains règlements sont là pour 4 ans, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde sera content. J'ajouterais juste en terminant, puis en complétant des formations, effectivement, c'est une moyenne, puis actuellement, le salaire à 35 $ environ de l'heure, qui est le seuil de bas salaire ou de haut salaire, en fait, n'est pas nécessairement lié avec le degré de qualification, de compétence et le côté stratégique de ces travailleurs-là. Pour certains des écosystèmes qu'on couvre, notamment en aérospatial, des soudeurs, des machinistes qui gagnent sous la barre de ce salaire-là, il y en a. Et les entreprises n'arrivent pas à recruter au Québec, donc ont eu recours au TET pour ces raisons-là. Donc, ça aussi, ça fait partie là, des filiales qu'on accompagne. Je peux peut-être ajouter ma voix à celle de M. Paquette dans les bravos, si on veut, ou dans les fleurs. C'est d'avoir donc intégré l'immigration temporaire à cet exercice-ci. Alors, on salue cette vision d'intégration. Je pense que ça aide beaucoup de gens pour la planification à venir. Et merci. Je veux souligner que pour ce qui est de nos temporaires, que j'ai goût de dire que nous contrôlons, c'est à moitié vrai, malheureusement, parce que nos temporaires, nous les contrôlions avant à 100%, avant que le fédéral débarque avec ses grosses bottes en septembre 2024. Pour nous imposer là, des plafonds, puis des 10 puis des 20 dans beaucoup d'entreprises. Mais ça s'appelle, vous l'écrivez même, moi je dis tout le temps les TET, vous êtes TETQ, Travailleurs étrangers temporaires du Québec. Hein. C'est notre programme dans lequel il est débarqué. Mais notre cible amène cible proposée, là, amène une réduction là, de 70 000 à 65 000. Sur 4 ans, je veux dire, c'est quoi, là? C'est 1200, 1300 par année à l'échelle du Québec. On n'est pas dans une coupure drastique. Je dirais on est un petit peu en dessous d'une stabilisation. Puis pour ce qui est des étudiants étrangers, vous ne l'avez pas mentionné, mais je pense que c'est important de le mentionner. Quand on met une cible d'environ 110 000 étudiants étrangers à l'échelle du Québec, en réalité, il n'y a aucune perte nette pour aucun cégep. Il n'y a aucune perte nette pour aucune université. La baisse de 120 000, qui a été le sommet historique, à 110 000, elle est ciblée là, dans des collèges privés non subventionnés qui attiraient des étudiants en très grande majorité anglophones dans le but là, de leur permettre de mettre le pied sur le territoire, puis après ça, d'avoir une citoyenneté canadienne. Donc, nos cibles de réduction sont pratiquement des cibles de stabilisation dans les domaines que l'on contrôle. Là où il y a eu
une augmentation explosive. C'est dans les demandeurs d'asile et puis dans le programme PMI, Programme Mobilité Internationale, qui relève d'Ottawa. Des fois, ce sont des conjointes de nos étudiants, il faut le dire, mais c'est en grande majorité des gens qui, malheureusement, lorsqu'ils arrivent ici, il n'y a pas d'évaluation d'impact sur le marché du travail. Donc, on ne sait pas s'ils viennent combler un besoin direct, puis on ne sait pas où est-ce qu'ils s'installent, ces personnes-là. Et c'est là où on est obligé de revoir nos politiques, considérant notre capacité d'accueil, par rapport aux programmes fédéraux qui sont un petit peu en dérapage contrôlé. Parce que notre souhait, ça aurait été qu'il n'y ait pas eu ce dérapage-là du côté de notre collègue à Ottawa, puis d'avoir une certaine stabilité dans nos effectifs à nous. Éviter, je vous dirais, la poursuite. Là, on est parti de 50 000 étudiants étrangers à 120 000 en peu de temps. On est parti de 20 000 travailleurs étrangers à 70 000. Donc, dire qu'on va couper tout ça, ça ne serait pas raisonnable d'un seul coup. On voudrait simplement une stabilisation. Ce qui force un grand questionnement, c'est que, oui, on tient compte des permanents, on tient compte des temporaires, mais on est obligé de tenir compte des temporaires sur lesquels on n'a pas prise. Et je me demande votre perspective là-dessus. Parmi les temporaires sur lesquels on n'a pas prise, il y a des demandeurs d'asile qui arrivent ici, 40 000 cette année à peu près. Est-ce qu'il y a là quand même une manne de personnes qui obtiennent un permis de travail beaucoup plus vite qu'avant et qui peuvent être des opportunités en termes je dirais, de force de travail dans la région de Montréal, parce qu'ils s'installent surtout dans la région de Montréal? En fait, j'ai envie de vous dire, j'aimerais avoir une réponse claire. Je ne l'ai pas. Malheureusement, tant du côté de Québec que du côté d'Ottawa, on a essayé d'avoir plus de données possibles sur ces nouveaux arrivants. Je vous dirais que c'est assez rare. C'est assez difficile à trouver quelque chose de très pointu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on présume que dans ces nouveaux arrivants qui nous arrivent pour des raisons humanitaires, qu'il y a là de potentiels travailleurs aussi qui peuvent répondre à certains besoins. Et donc, ce qu'on a fait à l'interne chez Montréal International, c'est qu'on a embauché quelqu'un, à même nos frais, là, à même les fonds de Montréal International, on a embauché quelqu'un pour faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire qui regarde les compétences avec des organisations qui travaillent avec les demandeurs de réfugiés et pour les mettre en relation avec des employeurs essentiellement du Grand Montréal, mais pas seulement du Grand Montréal. Donc, je n'ai pas de réponse précise à votre question, mais je présume que dans les 40 000, il y a assurément des gens qui peuvent répondre à des besoins pressants du marché du travail, tant à Montréal que dans le reste du Québec. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, on va soutenir encore plus et mieux au MIFI les organismes qui nous aident à la reconnaissance d'acquis, à la qualification, requalification, à l'orientation en emploi. On a vu des initiatives d'organismes aussi qui aidaient les demandeurs d'asile à se trouver des emplois à Montréal, oui, mais aussi en région. C'est plus facile aussi de s'intégrer à la nation, à la langue, à la culture, lorsqu'on n'est pas dans un endroit où il y a une majorité de nouveaux arrivants dans un même quartier. C'est le commissaire à la langue française qui nous disait ça. C'est un peu une évidence, mais lui, il avait l'expertise pour le démontrer. Il me reste quelques minutes à peine, mais page 9, je cite un extrait de votre mémoire. Vous dites « Une diminution de l'immigration aurait un impact négatif direct sur notre croissance économique. Année après année, cette croissance s'appuie essentiellement sur 3 facteurs, productivité, taux d'emploi, population active. » Fin de la citation. Je vous soumets qu'il faut faire attention entre souhaiter productivité et production. Je suis bien d'accord pour augmenter notre productivité, mais on pourrait augmenter notre production en faisant venir une manne d'immigrants sans augmenter notre productivité. Et c'est arrivé. La valeur ajoutée par habitant est en diminution, malheureusement. Depuis 2022, le PIB par habitant est en chute. Le PIB réel par habitant du Québec a diminué en 2022 et 2023, au moment là, de la hausse soudaine d'arrivée de personnes qui n'étaient pas sélectionnées par Québec. PIB réel par habitant a diminué en 2022 et 2023. Il est passé de 54 186 par habitant à 53 706 par habitant. Donc, si on regardait le PIB du Québec, on disait « Wow, nous sommes une société qui s'enrichit ». Quand on regardait le PIB par habitant, on disait « Chaque Québécois s'appauvrit ». Et c'est tout un paradigme
et plusieurs économistes sont venus nous en parler. Quelle est votre perspective par rapport à ça? Parce que vous me dites, dans le fond, une diminution de l'immigration aura un impact négatif direct sur notre croissance économique. Oui, mais est-ce qu'on veut être un certain nombre et être prospère, ou être très, très, très nombreux, avoir un PIB élevé, mais des Québécois qui ont de la misère à se loger, à payer un coût de la vie qui serait élevé? Il me semble que c'est une analyse importante à faire ensemble. Dans les trois, en fait, facteurs qu'on mentionne, effectivement, il y a la productivité. On est conscient que ça va passer par des investissements des entreprises. Or, ce sont des investissements puis des effets qui se font peut-être à un petit peu plus long terme. Le taux d'emploi au Québec est élevé. On profite notamment là, de la grande participation des femmes sur le marché du travail, qui est une très bonne chose et qui est déjà plus élevé d'ailleurs chez les populations immigrantes. Donc ça, on considère qu'on a atteint peut-être un maximum. Puis donc, une autre, avec le vieillissement de la population, puis cette année, en 2024, pour la première fois, avec un accroissement naturel qui était négatif, oui, l'immigration à court terme, c'est un levier qui devient indispensable. On a des graphiques pour le Grand Montréal, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble du Québec, qui montrent que n'eût été des immigrants permanents et temporaires, il n'y avait pas de croissance de l'emploi chez la population née au Canada. Donc, chaque immigrant dont on se passe nous prive d'un gain d'emploi potentiel. Donc, c'est ce qu'on observe principalement. Donc, selon nous, oui, l'immigration demeure un levier névralgique pour la croissance économique du Québec. Puis, on le mentionnait aussi tantôt, puis vous le mentionnez, puis à juste titre, dans les 600 000 immigrants non permanents qui sont au Québec actuellement, il y a effectivement certaines personnes qui sont là pour des dynamiques humanitaires qu'on contrôle moins, qui arrivent ici, qui n'ont pas nécessairement une intégration facile au marché du travail, qui ne connaissent pas nécessairement la langue française, mais il y en a aussi qui viennent pour une logique économique. On a fait des recherches, puis d'ailleurs, on vous enverra nos résultats. Là, on va publier sous peu une étude qui montre que pour les travailleurs étrangers temporaires qualifiés, ces derniers ont en moyenne une contribution au PIB qui est supérieure à la moyenne du Québec. Donc, c'est sûr que quand on prend l'ensemble des chiffres, effectivement, le volume total peut avoir un impact sur le PIB par habitant, mais on pense que cette immigration économique qualifiée, donc, reste positive pour l'économie. J'ai plus de temps, sinon pour vous dire merci. On se reparlera. Merci, Monsieur le ministre. Alors, on poursuit les discussions avec la députée de Lapinière pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci à vous. Merci pour votre mémoire et votre présence. J'aurais une question qui s'adresse à Madame Dessureau, parce que à propos de votre recommandation 9 de votre mémoire, où vous dites éviter la concurrence entre la métropole et les régions pour l'attraction de talents internationaux au Québec. Alors, je voulais savoir si vous définissiez cette concurrence entre la métropole et les régions par rapport aux régions au Québec ou plutôt comme M. Paquet disait tout à l'heure, par rapport à une concurrence pour les immigrants francophones d'autres provinces du Canada. Notre recommandation 9 fait référence aux régions du Québec. En fait, je pense qu'on est dans une démarche à la Chambre depuis quelques mois aussi, de faire beaucoup plus d'alliances et de collaboration avec nos pairs, je dirais, dans d'autres régions et non pas en région. Donc, je pense que la communauté des affaires de Montréal, de plus en plus, elle veut porter le message qu'elle se réjouit de la prospérité qui se déploie dans les régions, que ce soit au Saguenay depuis très longtemps. Vous connaissez peut-être l'expression « Blueberry Power ». Alors, les Alain Bouchard, les Serge Godin, les Jacques Ménard ont fini par créer de la prospérité économique à la grandeur du Québec. Et bien sûr, par la suite aussi, dans la métropole, c'est devenu des fleurons. Et des fleurons à l'international aussi. Je serai bientôt au Saguenay. On fait équipe sur le dossier de la défense. On se rend compte qu'on a beaucoup de membres dans nos communautés d'affaires respectives entre la métropole puis le Saguenay qui vont faire équipe dans la suite quand on parle de corridors énergétiques, quand on parle des besoins que Bagotville va avoir. Donc, la communauté des affaires cette année, là, elle vous passe le
je dirais, cette route où on oppose la métropole et les régions, c'est plus une route qu'on veut emprunter. Au contraire, on veut être ensemble sur le chemin de la prospérité pour l'ensemble du Québec. Et ça, on va le taper sur toutes les tribunes. Alors ici, ce message-là, il va dans ce sens-là aussi. On a eu des collaborateurs précédemment qui vous ont dit, puis on aborde dans le même sens, que il faut davantage de personnalisation par rapport aux défis de chacun. C'est pas simple, ça, mais l'immigration, pour nous, dans la suite, ensemble, on se dit, il faut toujours être plus raffiné, il faut comprendre les dynamiques, il faut creuser les données, il faut regarder du court terme, du moyen terme, du long terme. Donc, faut qu'on est si peu nombreux, il faut faire équipe. Et c'est là qu'on dit, plus on va comprendre la dynamique finement, et là, je terminerai en disant, plus on va pouvoir faire équipe comme ça. Donc, on a vu certains dangers à voir, par exemple, catégoriser Laval et Montréal dans l'immigration ciblée pour dire, bien, attention, vous avez reçu tellement de demandeurs d'asile, par exemple, aller piger dans ce bassin. On dit, attention, là, il y a des amalgames dans travailleurs qualifiés, demandeurs d'asile. Alors, on voudrait reculer sur cette voie de dire Laval, Montréal, voici, puis les régions, voilà. Regardons ça comme une grande équipe où est-ce qu'il y a des compteurs de buts, qu'il y a de la défensive. Ouvrons les horizons, puis on va trouver, je pense, beaucoup de gens de la métropole, des régions, de la capitale nationale qui veulent faire équipe ensemble, puis qui veulent faire équipe avec vous autres pour trouver des solutions. Alors, c'est une longue réponse pour vous dire que la concurrence, on ne la veut pas entre nous. On a des besoins qui sont différents. On a souvent des entreprises qui sont aussi soit présentes dans différentes régions, soit avec des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement interreliées. On dit beaucoup ça avec les Américains. Hein? Les chaînes du Québec sont interreliées avec les Américains, mais les chaînes du Québec au Québec sont fortement interreliées. Donc, c'est la même équipe qui joue là. Alors, il faut qu'on ait une vision plus intégrée. Donc, pour avoir cette vision-là, pour travailler vraiment ensemble, la CMM et les intervenants dans la CMM et ceux dans les MRC ailleurs au Québec, puisque vous faites la recommandation d'éviter la concurrence pour l'attraction de talents internationaux, quels sont les obstacles que vous voyez actuellement qui pourraient amplifier la concurrence entre les deux et obstacles qu'il faudrait éliminer? Je vais laisser la parole à Sandrine. Je veux juste dire qu'il faudra toujours être meilleur et en temps réel. Fait que c'est exigeant, mais maintenant il y a de la technologie, il y a beaucoup de choses qui nous amènent là à faire de la cartographie. Ce que Stéphane vient de dire, on n'est pas capable d'avoir des portraits réels de ce qui se passe non plus sur nos territoires. Puis je suis persuadée que c'est la même chose en région. Si on veut devenir des experts à accueillir davantage d'immigrants puis d'être capable de les intégrer, il va falloir se donner des capacités de données aussi et de cartographie qui d'un autre niveau, puis prendre des modèles, si ça se trouve à l'extérieur, qu'on pourrait répliquer ici. Sandrine? Oui, juste en complément, puis peut-être que Montréal International aussi voudrait intervenir, mais quand on parle d'obstacles, des obstacles qu'on a vus dans les dernières années, c'est des mesures qui pourraient cibler, qui vont venir cibler Montréal, Laval, de manière très, très territoriale. Oui, on comprend que c'est pas l'ensemble des secteurs. Il y a des secteurs qui sont épargnés, par exemple la construction, mais ce type de mesures-là qui sont ciblées, qu'on pourrait juger de mur à mur pour Montréal, on considère que c'est un certain type d'obstacle. Puis je ne sais pas si Montréal International voudrait renchérir sur ce... En fait, c'est ce que ça veut dire pour les entreprises. Ça veut dire qu'une entreprise qui aurait une installation à Longueuil et l'autre à Ville-Saint-Laurent, devrait tenir compte, et une autre à Toronto, aurait certains critères pour ses embauches à Toronto, d'autres critères pour ses embauches à Longueuil et d'autres critères pour ses embauches à Ville-Saint-Laurent, parce que Longueuil n'est pas couvert par les politiques qui touchent Montréal et Laval uniquement. Ça devient un capharnaüm. Et c'est donc particulièrement compliqué. Par contre, il y a lueur d'espoir. Et quand vous demandez qu'est-ce qu'on fait pour mieux travailler ensemble, comment est-ce que les régions travaillent ensemble, Montréal International, on a pris
la recette de Québec international pour faire des missions de recrutement à l'étranger. Cette recette-là, maintenant, Drummondville économique le fait aussi, et d'autres villes un peu partout au Québec, de l'Abitibi à l'Outaouais, nous appellent pour dire, Stéphane, on a des besoins du côté de nos entreprises. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous? Et la réponse, c'est oui. On travaille avec des entreprises qui sont à l'extérieur du Grand Montréal parce que le besoin est là aussi. Puis, on n'est pas en train de vous dire qu'il n'y a pas, on veut avoir les portes absolument ouvertes et qu'on laisse entrer n'importe qui. Ce n'est pas ça. Quand on va à l'étranger, on va chercher une bonne mission. Là. Il y a 50 embauches, mais c'est 50 embauches de personnes qu'on ne peut pas trouver sur le territoire et qui ne sont pas, à notre connaissance, dans les gens qui viennent, qui sont venus à Montréal ou à Laval pour des raisons humanitaires. Donc, on travaille avec les villes du reste du Québec, à l'extérieur du Grand Montréal, pour faciliter la vie des entreprises. Et est-ce que ce sont, par exemple, je peux imaginer une entreprise assez grande qui va faire appel à Montréal International. Est-ce que ce réflexe de faire appel à vous pour que les gens travaillent ensemble peut être développé davantage dans des MRC qui ont des entreprises beaucoup plus petites, par exemple? On travaille pas seulement avec des grandes entreprises, on travaille avec des entreprises de taille moyenne. Donc, c'est pas juste des bels hélicoptères ou des Pratt & Whitney qui travaillent avec nous. On accompagne aussi de plus petites entreprises. Et la journée où vous avez de ces entreprises sur votre territoire qui vous appellent et qui ont des besoins criants, bien, je vous invite à leur donner nos coordonnées. On pourra leur parler. On a même à l'interne des services de professionnels de l'immigration. Donc, parfois, c'est pour aller chercher des nouveaux. Parfois, c'est pour mieux comprendre quoi faire dans la situation actuelle parce que les annonces d'il y a 8 mois ou 9 mois se mettent en application maintenant et les entreprises sont un peu désemparées et essaient de comprendre. Vous pouvez leur donner nos coordonnées. Ça nous fera plaisir de leur parler. C'est bien noté. Est-ce que les 3 scénarios qui sont présentés avec différents seuils, puis je ne vous demande pas d'établir un seuil, là, mais est-ce que l'un de ces 3 scénarios-là, selon vous, est suffisant pour répondre à la demande des entreprises, que ce soit dans la CMM ou à l'extérieur? Cette année, du côté de la Chambre, on a choisi de travailler avec les seuils qui étaient proposés, même s'ils nous apparaissent très bas. On vous laisse présenter à vous en disant, au-delà des seuils, est-ce qu'on peut regarder ensemble l'expertise qu'on va se donner pour la décennie à venir? Est-ce qu'on peut devenir des experts? Alors nous, contrairement à beaucoup d'organisations, on a choisi de ne pas trop se positionner sur les seuils, bien que le chiffre magique qui nous vient en tête, il est plus du côté de 60 000 que 45 000, 35 000 ou 25 000, bien entendu. Du côté de Montréal International, toutefois, vous avez pris position sur les seuils? Oui, en fait, on a pris position et le seuil qui nous apparaissait le plus logique était celui de 45 000. Ceci dit, je répète, comme Isabelle, on est ici en mode solution. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'on est là, on est des partenaires, travaillons ensemble et il y a moyen de faire des choses. Merci. Puis, je pense une dernière question dans le temps, 34. Dans le mémoire de Montréal International, vous avez un petit encadré en page 9 qui, sur le fait que le lien entre la crise du logement et l'immigration mérite d'être nuancé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, en fait, quand on regarde, puis voilà, j'ai mes petits tableaux, quand on regarde les seuils, les taux d'inoccupation des appartements, donc si tout était lié à l'immigration, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien, mais je dis si c'était le seul facteur, bien, à ce moment-là, c'est à Montréal où on aurait le taux d'inoccupation le plus bas. Or, ce que vous voyez ici, la première ligne en haut, c'est Montréal. Le taux d'inoccupation est à 2,1. Il est à peu près stable quand on regarde dans les dernières années. Là, c'est à peu près, c'est là. Gatineau, 1,9. Là, vous allez à Trois-Rivières,
0,9. Hey, ça, c'est compliqué de se trouver un 3,5. Québec, 0,9 aussi. Sherbrooke, 1,4. Donc, la région qui reçoit le plus grand nombre de nouveaux arrivants est celle où le taux d'inoccupation des logements reste serré. On s'entend là. 2 %, c'est pas beaucoup. Et à ça, j'ajouterais que nous, on travaille avec des travailleurs qualifiés. Qui dit travailleurs qualifiés dit salaire plus élevé. Et plus on va dans les appartements qui sont un peu plus chers, plus le taux d'inoccupation est élevé. Merci beaucoup. Alors, dernière ronde de discussion avec le député d'Arthabasca. Vous avez 4 minutes, 8 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais faire un peu de pouce sur ce que dit le ministre un peu plus tôt, à savoir, le Canada a quand même fait le choix de l'immigration. Vous êtes d'accord avec ça? Si on regarde en Occident, le Canada a les seuils d'immigration les plus élevés, puis ça vaut pour le Québec. On parle de 8 fois les seuils des États-Unis, 12 fois les seuils de la Suède, si on prend un comparatif. On a eu une augmentation du nombre de travailleurs temporaires de 500 % puis il y a le facteur aussi demandeur d'asile qui embarque. On a fait allusion au vieillissement. C'est essentiellement la même chose au Canada qu'en Europe. On a une moyenne d'âge médiane de 42-43 ans dans les deux cas. Or, le ministre le disait, on a un PIB par habitant qui a diminué et on a un PIB, l'augmentation du PIB pour le Canada est le plus bas de l'ensemble de l'OCDE, non pas l'OCDE, mais du G7. Et on a eu des conséquences qu'on a vues sur la capacité d'accueil. Bon, là, on a parlé de logement, mais aussi des services qui sont offerts à la population. Donc, la question que je me pose, puisqu'on est en train de voir de quelle façon on va planifier notre immigration pour les prochaines années, donc on veut voir le tableau global. Quel choix on a fait au Québec? De quelle façon? Parce qu'on parle toujours de pénurie de main-d'œuvre. Le discours n'a pas changé dans les 15 dernières années par rapport à ça. On a pris beaucoup plus de nouveaux arrivants, de main-d'œuvre qualifiée, travailleurs temporaires qu'ailleurs. En Ontario, c'était même encore plus. Et eux aussi disent qu'il y a encore un problème de pénurie de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que cette dépendance-là, toujours accrue, puis qui atteint des niveaux historiques là, dans tout l'Occident? Comment on peut s'expliquer ça? Puis c'est quoi la voie de passage? Bien, écoutez, on dirait que la fin de la question me rend confuse par rapport au début du propos, mais je vais commencer donc sur le début du propos. Je pense qu'on a tous les mêmes constats. Est-ce qu'on peut dire qu'en termes de planification, c'est un échec collectif? Oui, on peut d'abord faire porter le chapeau au fédéral, mais une fois qu'on s'est dit ça, là, et on est devant ces défis de société, si on se dit que dans la planification, on a voulu s'ajuster, mais quant à nous, on n'a pas pu s'ajuster et on n'a pas su s'ajuster avec le sentiment d'urgence qui aurait dû nous habiter dans un contexte aussi important. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire changer plein de normes, c'est-à-dire regarder la problématique de manière plus holistique, plus 360 degrés. Et là, on le fait avec le libre-échange canadien, on est en mode urgence, etc. Mais comment se fait-il qu'ailleurs dans le monde, il y a des résidences d'étudiantes qui se construisent en 24 mois? Comment se fait-il qu'il y a de la densité dans la construction du logement, notamment en bois, dans des pays scandinaves que le Québec n'a pas su déployer? Le dernier gouvernement a fait des avancées majeures là-dessus. Je salue aussi ce que le ministre Keith a fait avant, mais force est d'admettre qu'on n'a pas agi avec le sentiment d'urgence dans un paradigme de planification jamais vu. Alors, là, je me raccroche à votre dernier volet. Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire? Mais pour la suite, là, on a un rendez-vous avec l'histoire. C'est pas terminé. Vous parliez de vieillissement de la population. Je m'excuse, mais au Québec, on est les deuxièmes après le Japon. Là. C'est beaucoup plus important que même d'autres sociétés au Canada. Là. Alors, il y a un sentiment d'urgence qui doit nous habiter présentement et l'immigration fait partie de la solution du développement économique pour la suite. Je réponds peut-être pas directement à votre question, mais c'est un peu le message puis le cri du cœur que les gens d'affaires ont envie de vous transmettre. Quand on parle d'intégration, qu'on parle... Terminant. Pardon. En terminant. Écoutez, effectivement, je voudrais juste vous remercier. Parce que ce sera trop long, mais merci beaucoup pour votre présentation.
Merci beaucoup, Monsieur le député. Alors, Monsieur, Mesdames, merci pour votre contribution à nos travaux. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et pour mes collègues, je suspends jusqu'après les travaux touchant les commissions.